Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal du week-end. Voici les titres de ce samedi 30 septembre. Le Monaco Yacht Show touche à sa fin. Après plusieurs jours sur le port Hercule, les plus grands yachts du monde vont peu à peu quitter la principauté. Ce soir, dans le cadre de nos reportages réalisés autour de cet événement, nous vous proposons de découvrir l'histoire du chantier naval italien San Lorenzo, à découvrir donc dans quelques instants. La présidente du Conseil national, Brigitte Boccon-Pagès, s'est rendue à Dublin pour participer à une conférence européenne. Toutes les informations sur les raisons de ce déplacement à découvrir dans ce journal. Nous ouvrirons ensuite une page de sport avec notamment le dernier entraînement de la Roca Team avant son match très important contre l'Asvel, prévu demain à 19 h. Nous avons d'ailleurs recueilli les ressentis de certains joueurs et du coach avant cette rencontre. Toujours en sport, nous vous parlerons de rugby avec le MR7 qui a participé à la troisième et dernière étape de l'Inextenso Super Sevens à Pau. Les Monégasques se sont qualifiés pour la grande finale à Paris le 22 octobre. Et pour finir, nous irons au SAS Café, ce lieu incontournable de la Principauté fête cette année ses 30 ans. L'occasion d'interroger Samy Treves, le propriétaire du SAS, sur les secrets d'une telle réussite. Mais nous ouvrons cette édition avec le déplacement du souverain à Cherbourg en Cotentin. Le prince Albert II a assisté en Normandie au commencement de la construction d'un bateau qui partira en expédition en Arctique très prochainement. Et puis il a dans la foulée participé au deuxième festival Grand Océan à la Cité de la Mer. Une journée pour la science et le climat, suivi par Yannick Debever et Olivier Bonello. La Fondation Prince Albert II et Tara Océan, c'est une relation de 17 ans, main dans la main, à la découverte des océans du monde. Né il y a une dizaine d'années, le projet Tara Polar Station voit enfin son chantier commencer en Normandie, à Cherbourg, en Cotentin. Un lieu loin d'être anodin puisque l'expertise des constructions mécaniques de Normandie est reconnue à travers le monde. Le prince souverain a donc pu assister à la pose de la toute première pièce de la station, point de départ d'un processus qui mènera jusqu'à l'été 2025, date de la première expédition. Cette plateforme, c'est un bateau à moteur qui va être dédié à aller s'intéresser, étudier le pôle Nord, la glace au pôle Nord, qui est en véritable danger de disparition dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, et qui va aller au pôle Nord pendant, j'espère, deux décennies, des expéditions successives dans la glace, pour comprendre ce dérèglement climatique, les mutations en cours là-haut, les enjeux sur la biodiversité qui sont très importantes et très peu connues et jamais été quasiment étudiées. Après sa visite du chantier, le prince Albert II s'est rendu à la Cité de la Mer, le monument préféré des Français en 2022. Le souverain a tenu personnellement à participer à la deuxième édition du festival Grand Océan. L'ambition de cet événement, c'est de faire comprendre, de sensibiliser et de présenter les dernières innovations concernant la défense de l'environnement marin. Le tout grâce à des animations et des conférences animées par des experts de différentes disciplines. On n'a pas donné aux scientifiques la possibilité d'évoluer dans leur carrière, ne serait-ce que ça, pour aller parler au commun des mortels. Et que ça devrait être une fonction pour le scientifique de pouvoir parler aussi aux enfants, aux adolescents et même aux adultes. Et donc la connaissance doit être partagée. Et non seulement elle doit être partagée, mais elle doit être co-construite. Ce festival fait cela aussi, d'amener bien sûr les industriels, les politiques, les différentes organisations à se rencontrer et à échanger, parce que ça n'est que dans ces échanges et dans cette concertation, donc ça n'est qu'ensemble que l'on pourra avancer et que l'on pourra trouver les bonnes solutions pour notre océan global. L'innovation d'un côté avec cette Tara Polar Station, la transmission de l'autre lors de ce deuxième festival Grand Océan. Cette visite du prince Albert II peut être résumée par une phrase de son discours. Face à la crise environnementale, le progrès doit redevenir notre boussole. Suite et fin de notre série de reportages consacrés au Monaco Yacht Show. Découvrez aujourd'hui l'histoire du chantier naval italien San Lorenzo. Visite guidée avec Vanessa Dessy sur des images d'Alban Jean-Jamba.
Depuis plus de 60 ans, San Lorenzo fabrique des yachts à moteur sur mesure, respectant le style et les besoins de leurs propriétaires. Chaque modèle est le produit d'un processus précis de personnalisation. Un bateau San Lorenzo est adapté aux besoins du client, un peu comme un costume sur mesure. San Lorenzo è una società che è nata nel 1958, una società che è sempre stata caratterizzata dall'abito su misura. Noi facciamo solamente abiti su misura per i nostri armatori che stanno con noi generazione dopo generazione. È una famiglia, noi la riteniamo la famiglia San Lorenzo. La nostra clientela è una clientela che ha già avuto tante altre imbarcazioni, che ha delle idee molto chiare, viene da noi per costruire la loro villa sull'acqua, la loro imbarcazione, loro hanno tante idee, le mettono insieme con noi, sviluppiamo un rapporto personale e facciamo veramente qualcosa di unico. Ogni San Lorenzo è unico. Des designers internationaux de renom sont à disposition de la clientèle afin de comprendre et d'illustrer le style du yacht. Ils sont chargés de développer des projets individuels de décoration d'intérieur. Il design è sempre fatto insieme con l'armatore. Noi partiamo da una serie di idee, ci sediamo e diciamo abbiamo fatto questo, però adesso vogliamo fare qualcosa di nuovo insieme e questo è un bellissimo viaggio, noi lo chiamiamo The Journey We Will Make Together. La majorité des constructeurs leaders de yachts de prestige comme San Lorenzo étudient les moyens de lutte contre la pollution et la réduction des énergies. Le chantier naval développe actuellement différentes solutions en ce sens, notamment avec les biocarburants. Le zéro émission nette à horizon 2030 est donc l'objectif principal de l'armateur italien. Nous nous rendons à présent en Irlande où la présidente du Conseil national, Brigitte Bocon-Pagès, participe avec une délégation monégasque à une conférence européenne. Nous retrouvons sur place Crisinda Thomel et Lionel Bernardi. Crisinda, où vous trouvez-vous exactement et qui participe à cet événement ? Oui, et nous nous trouvons au centre de convention de Dublin, à quelques pas de la place centrale. Le centre de convention est le lieu de référence irlandais. C'est là que se tient cette conférence européenne qui rassemble l'ensemble des présidents de parlement du Conseil de l'Europe. Et dès son arrivée jeudi matin dans l'édifice, Brigitte Bocon-Pagès est directement entrée dans le vif du sujet en abordant les grandes lignes de cette conférence, mais d'un point de vue féminin, puisqu'elle a pu échanger avec ses consoeurs à l'occasion d'un petit déjeuner de travail organisé uniquement pour les présidentes de Parlement et évoquer ensemble les défis d'être une femme élue à la tête d'un Parlement. Lors de ce rendez-vous, Brigitte Bocon-Pagès s'est aussi entretenue avec Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale française, pour aborder des questions de mobilité entre la principauté de Monaco et la France. L'occasion pour Jean-Louis Grinda d'évoquer l'importance des relations avec les élus des pays voisins. Nous avons de nombreux échanges et des réunions comme celle-ci nous permettent d'aller encore plus loin dans ces échanges. Il y a beaucoup de sujets à l'ordre du jour. Évidemment, la mobilité, mais également le logement de tous ceux qui viennent travailler en principauté et pour lesquels il faudra bien trouver une solution, qu'ils soient italiens ou français. Nous y travaillons d'arrache-pied. Nous nous sentons parfois un peu seuls, mais nous pousserons le gouvernement dans ses retranchements pour obtenir des résultats tangibles et rapides. C'est une tradition donc pour Monaco d'assister à des réunions internationales ? C'est une longue tradition depuis le prince Albert Ier, préfigurateur de la Société des Nations. Et puis notre pays n'a eu de cesse, sous l'impulsion de ses souverains, d'appartenir au monde international, puisque c'est notre souveraineté qui est en jeu. Et le prince Albert II, bien évidemment, continue dans cette lignée-là. D'autres thématiques importantes ont aussi été au cœur des débats lors de ce colloque. Et si les conséquences de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine et le rôle des parlements nationaux dans la reconstruction de cette dernière ont été largement débattus par les parlementaires, les défis auxquels sont confrontées la démocratie représentative en période d'instabilité l'ont été tout autant. En marge de cet événement, une réunion trilatérale a rassemblé également les élus monégasques et les élus des principautés d'Andorre et de Saint-Marin, l'occasion pour les parlementaires de ces petits États d'Europe d'aborder les derniers développements en matière de négociations européennes après la suspension des négociations entre l'Union européenne et la principauté de Monaco, comme nous l'explique Fabrice Notari. Cette réunion à Dublin était finalement l'occasion de pouvoir rencontrer nos homologues de Saint-Marin et d'Andorre
juste quelques jours après l'annonce de la suspension des négociations. Donc c'était avec plaisir que nous les retrouvions parce que nous avons déjà beaucoup parlé, discuté avec eux tout au long de ces négociations et surtout ils étaient très intrigués par le fait que nous ayons obtenu ce résultat. Comme vous le savez, Andorre est un petit peu dubitatif comme nous le sommes sur cet accord. Par contre, Saint-Marin est très volontaire de pouvoir conclure très rapidement l'accord. Donc voilà, nous avons simplement fait un point d'étape entre les trois petits pays. Autre thématique abordée lors de cette conférence européenne, l'égalité et la diversité dans la présentation publique, en particulier avec les jeunes et les femmes, un thème qu'a développé la présidente du Conseil national à la tribune de l'Assemblée. Les jeunes, c'est une priorité pour le Conseil national et ce depuis toujours. Déjà au début de 2018, on en parlait, on a créé le Conseil national des jeunes. On est en train de lancer un appel à candidature justement pour la prochaine session. C'est notre priorité. Les jeunes, c'est notre avenir, il faut les former, il faut leur parler de ce qui est bon pour eux, des lignes qu'ils doivent défendre et surtout les intégrer au fur et à mesure au milieu de personnes qui ont de l'expérience pour justement que plus tard, ils prennent notre relève en fait. Les femmes prennent de plus en plus de place dans la politique, j'en suis la preuve vivante bien sûr, et d'ailleurs nous travaillons sur de nombreux textes législatifs. J'ai cité l'ensemble de ces textes ce matin au cours du petit déjeuner et effectivement ça peut être des pistes pour d'autres pays qui ne sont pas arrivés peut-être à un point où nous sommes déjà engagés. Une conférence européenne qui abordait donc des sujets essentiels pour l'avenir. Prochain rendez-vous pour le Conseil national, les séances budgétaires qui commenceront le 12 octobre prochain en principauté et durant lesquelles ces problématiques seront énoncées. C'est ainsi que se referme cette conférence européenne à Dublin en Irlande. Sachez que la prochaine conférence se tiendra à Strasbourg en 2025. Merci beaucoup à vous, Christine Datomel, pour toutes ces informations recueillies depuis l'Irlande. Demain, les joueurs de la Roca Team se déplaceront à Villeurbanne pour affronter un solide concurrent, l'Asvel. Un match donc très important pour les Monégasques qui espèrent marquer les esprits avec un résultat positif. Je vous propose d'écouter à ce sujet 2 joueurs de la Roca Team et le coach au micro de Justin Hadel. Il a pu les rencontrer ce midi lors de leur dernier entraînement à Gaston Médecin avant ce choc. I think people understand like the importance of the game, importance of the opponent. Not easy gym now to play, of course. From the previous year, like we should not compare. Because this is a completely new team, much better quality. Like you see already, they have a certain good form. We are still searching us, like our form. We get better every day, even in the practices, we get better. But okay, we missed, the games, together as a team. They played all preparation period together. Let's see, in what is the best, who is in the best, better momentum, I would say. J'ai un peu hâte de me retrouver là-bas face à des joueurs que je connais, face à un club dans lequel j'ai joué, donc forcément un peu d'excitation de retrouver l'Asvel, et voilà, je pense que ça va être positif, ça va être une bonne affiche pour le basket français, et j'espère qu'on va prendre du plaisir et surtout remporter ce match. We just want to get better at some things. We're 3-0 right now, but we feel like we haven't played our best basketball. We want to clean some things up offensively and defensively. So just improving those areas that we want to get better at, and hopefully that's enough to win the game. Eh bien, nous espérons également que la Roca Team va l'emporter face à l'Asvel. Résumé de la rencontre à retrouver dans votre journal de ce lundi. Sport toujours, le Monaco Rugby Sevens participait hier à la 3e et dernière étape de l'Inextenso Super Sevens à Pau. Le MR7 termine 3e de ce tournoi après une défaite en demi contre la section paloise 22-21 et une victoire en petite finale face aux Barbarians 26-12. Un résultat synonyme de qualification pour la grande finale à Paris le 22 octobre. Je vous propose d'écouter plusieurs réactions au micro de Frédéric Elion. Terminer 3e, je pense que c'est bien. On savait que si on terminait 3e ou 4e, on était quand même premier au classement général. Et ça, c'est important pour arriver à Paris en étant premier, parce que du coup, il y aura forcément un tirage au sort qui sera particulier. Voilà, maintenant, on focus de suite sur Paris. Je sais qu'il y a des garçons qui, malheureusement, c'est le sport, ne vont pas revenir pour la finale. Certains vont revenir, mais le plus important pour moi, c'est
de soigner les bobos des garçons. Fier quand même, franchement on n'a rien lâché jusqu'au bout. Même le dernier match, on a beaucoup de blessés et on lâche rien, on va se chercher cette petite finale à pas beaucoup et ça fait vraiment plaisir. On a vraiment montré nos valeurs, un match de copains quoi. Et après vraiment déçu quand même parce que bon, on passe à côté d'une demi-finale un peu compliquée quand même. Et on peut passer comme on ne passe pas, c'est le jeu. Et voilà, espérons qu'on va chercher cette victoire à Paris. Le bilan il est positif parce que l'objectif c'était de se qualifier. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de victoire d'étape, on est quand même premier au général, donc c'est plutôt très positif, ça veut dire qu'on a été constant. On sait ce qu'on doit travailler maintenant, c'est-à-dire qu'on a toujours des petits moments, 2-3 minutes là où en fin de match on est en train de maîtriser et c'est des fautes de gestion quoi. Voilà, on doit maîtriser un peu plus ça. Et puis voilà, on va en tout cas s'entraîner et faire au max pour arriver à Paris avec être plein gaz et essayer d'aller chercher le titre quoi. C'est impossible d'estimer gagner des matchs quand il y a autant d'erreurs d'arbitrage comme ça sur le terrain. Et en fait, on demande beaucoup d'exigences aux joueurs, la remise en question aux joueurs. Et en fait, aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'aller parler à l'arbitre. Et voilà, maintenant, j'aimerais vraiment que ce soit entendu et que le rugby à 7, c'est vraiment un sport extrême, autant pour l'arbitrage, autant pour les joueurs. Et j'espère qu'à la finale, ça sera d'un niveau au-dessus. Allez, nous retournons à Monaco et nous prenons plus particulièrement la direction du Sas Café. Ce temple de la nuit a ouvert ses portes en 1993. Cela fait donc 30 ans que ce lieu incontournable de la principauté accueille les plus grandes stars de la planète. Comment expliquer une telle longévité? Nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur Monaco Info Samy Treves, le propriétaire du Sas Café. Bonsoir. Bonsoir Julia. Alors le Sas Café célèbre 3 décennies d'existence. Comment retracer finalement en quelques mots une si grande histoire? Oh waouh. Écoutez, tout a commencé en 1993 quand mon père a eu l'opportunité à travers Michel Pastor d'ouvrir cet endroit. Et de là, mon père aux côtés de ma mère ont créé petit à petit cet endroit qui était au début familial et qui est devenu aujourd'hui un peu, on va dire, une institution monégasque. Alors, une affaire familiale, vous le disiez, cela doit vous rendre fier, vous personnellement, et puis forcément, j'ai une pensée toute particulière à vos parents. Ah ben ça c'est sûr, ça aujourd'hui on est tous fiers. Parce qu'on sait bien que les affaires familiales, ça peut aller du bon côté comme du mauvais côté. Mais là, aujourd'hui, ça s'est très, très bien passé. Et moi, ce que j'espère de mon côté, c'est qu'un de mes enfants reprendront l'affaire. Parlez-nous justement de l'évolution du Sas depuis son ouverture. Vous le disiez, c'était tout d'abord une affaire familiale qui est devenue d'année en année une institution. Est-ce que c'était la volonté de votre papa ou finalement, vous avez vécu ce succès au jour le jour ? Écoutez, en 93, on ne savait pas où on allait. Mon père, c'était pas son métier du tout. Il était commerçant comme ma mère. Et en fait, comme je vous disais, on a eu cette opportunité. Enfin, ils ont eu cette opportunité parce que mes parents, eux, par eux-mêmes, sortaient beaucoup en principauté. Et ils se sont rendus compte qu'il manquait vraiment un établissement entre les restaurants et les boîtes de nuit. Donc, ils ont créé ça, je veux dire, au feeling. Et petit à petit, ils ont vu que l'affaire prenait. Et moi, je suis rentré en scène en 1998 et j'ai apporté ma touche un petit peu, on va dire, de jeunesse. Et l'idée, c'était de créer un peu ce qui est aujourd'hui un restaurant un peu qui se transforme en boîte de nuit. Voilà, donc en fait, non, on n'avait pas du tout planifié ça, mais on est très heureux du succès de cette affaire. Et bien sûr aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes en principauté, parce qu'aujourd'hui la principauté de Monaco attire un grand nombre de gens, que ce soit des stars de la télé, du cinéma, de la musique et toute autre personne, donc on en bénéficie automatiquement. Justement, vous accueillez chaque soir, chaque semaine de nombreuses stars. Je pense par exemple, ça date de cet été, à Michael Jordan, Cristiano Ronaldo. Vous allez peut-être nous en citer d'autres, mais c'est vrai que ces célébrités ont une certaine tranquillité lorsqu'ils viennent chez vous. C'était là aussi une vraie volonté de votre part de pouvoir rendre accessible un restaurant, une boîte de nuit à des stars sans qu'elles se fassent importuner. Oui, c'est exactement ça. En fait, on voulait que les stars soient un peu aussi dans l'esprit familial. Donc, ils viennent, ils savent qu'ils sont en zone
on va dire, de tranquillité. Il n'y a pas de paparazzi qui les agressent. Donc voilà. Et après, par la force des choses, on est devenus amis avec eux et c'est ce qui a renforcé nos liens et automatiquement créé, on va dire, un peu cette attraction autour d'autres stars aussi. Le SAS Café, depuis plusieurs années, on en a parlé, le temple de la fête en principauté. Cela fait 30 ans. Comment arrive-t-on finalement à garder une telle longévité ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est quand vous construisez un immeuble, c'est la même chose, c'est les fondations. Donc, c'est mon père et ma mère qui ont créé ça. On a toujours voulu que les gens soient respectés de la même manière, dépendamment de leur situation économique. Et après, il y a eu bien sûr le travail, parce qu'on n'a rien sans travail. Et mon père était présent tous les soirs, ma mère aussi. Et après, petit à petit, par la force des choses, par le public relation, par beaucoup de choses, ça a fait un peu l'effet boule de neige. Et on est resté sur nos standards, c'est-à-dire respecter vraiment la clientèle. On n'a pas changé notre politique depuis le départ. Et après, bon, c'est sûr que dans la vie, c'est comme tout, il faut de la chance. Il y a aussi une question de timing. Donc je pense que si on associe tous ces éléments, c'est ce qui a fait un peu notre longévité. Pour conclure, un mot sur les événements à venir peut-être, ou quels sont vos projets finalement sur le long terme ? Bah écoutez, le projet sur long terme, c'est que moi aujourd'hui, à part le SAS, j'ai d'autres activités, j'ai d'autres restaurants. Mais l'idée, c'est de développer la marque SAS et de l'installer un peu dans d'autres pays en Europe et en dehors aussi de cette zone. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts après 30 ans et je souhaite vraiment que le SAS soit implanté dans différents pays dans le monde. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous parler donc des 30 ans de votre institution. Ben, je vous remercie à vous et je remercie aussi la Principauté parce que sans elle, on ne pourra pas être là. Ce samedi matin, un vide dressing spécial jeunesse s'est tenu au Parc Princesse Antoinette. Organisé par la mairie de Monaco, cet événement a pour but de promouvoir l'économie circulaire. L'occasion aussi de faire de bonnes affaires tout en évitant le gaspillage. Et ça n'a pas échappé aux participants qui sont venus en nombre comme vous pouvez le voir sur ces images. Ils ont pu découvrir des articles de 0 à 16 ans proposés par et donc pour les particuliers. Voyageons à présent grâce au cliché de Mariano Vivanco. La galerie GM Designs a décidé d'exposer ses œuvres en avant-première depuis le 21 septembre. L'artiste propose une exposition retraçant l'histoire et les mythologies péruviennes. On y découvre un univers coloré avec le récit d'un homme amoureux de son pays et de sa culture, le Pérou. Comme chaque soir, nous retrouvons la météo. Aujourd'hui, c'est Justin Hadel qui va nous donner de bonnes nouvelles concernant les prévisions pour ce dimanche. Bonsoir à vous, Justin. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Pour ce premier jour du mois d'octobre, le temps sera similaire à celui d'aujourd'hui. Un temps clair et ensoleillé vous atteint avec des températures elles aussi similaires. 20 à 27 degrés sont attendus avec un ressenti de 28 degrés en milieu de journée. Concernant la température de l'eau, ça ne bouge pas, 23 degrés. Le soleil se lèvera à 7h26 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 19h14. Pour bien commencer ce mois, pensez à ces mots de Gandhi, gardez vos valeurs positives car vos valeurs deviennent votre destin. Demain, nous fêterons Sainte Thérèse. Du 30 septembre au 6 octobre, la mairie de Monaco accueille à l'espace Léo Ferré l'exposition photo Monaco d'autrefois de Jean-Pierre de Bernardi. Ce soir, notre photographe Manuel Vitali vous propose un parallèle entre ce Monaco d'autrefois et le Monaco d'aujourd'hui. Il s'est placé à l'endroit où les photos ont été prises à l'époque pour mieux comprendre la métamorphose de la principauté. Le contraste est parfois, vous le verrez, saisissant. C'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous demain, dimanche, pour une nouvelle édition riche en informations. En attendant, passez une très bonne soirée sur Monaco Info. À très vite.